2, 1, let's go. Donc, on reprend ici UC de T, vous voyez, on voit clairement. Donc ça, c'est pour les questions de cours, la semaine prochaine, en physique. Question de cours, alors celle-ci, ça sera présenté, le régime transitoire pseudo-périodique, donc les 4 étapes de ce matin. Solution d'équation caractéristique, solution d'équation homogène UCH, solution totale, application des conditions initiales et après le graphe. Le graphique, je répète, en bleu, il y a une tangente horizontale en 0. Pourquoi? Parce que le courant est nul en 0. Si le courant est nul, la dérivée de UC en 0 est nulle. La tension ICE de T, vous voyez qu'elle est bien continue en 0. Insistez oralement sur la continuité de UC en 0. C'est-à-dire que UC de T est continue en 0. Après, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que UC de T est égal à E en régime permanent. On retrouve bien deux régimes permanents, d'accord, entrecoupés d'un régime transitoire qui est pseudo-périodique. Ce qu'il faut dire à l'oral, ce qu'il faut noter, c'est que la tension UC de T, d'accord, l'amplitude de la tension, d'accord, elle diminue de manière exponentielle. Vous voyez, ça, ce sont les enveloppes exponentielles qui viennent atténuer l'amplitude des oscillations, d'accord. Donc, on va noter, première remarque, on observe, donc à côté du graphe, des oscillations dans le régime transitoire. Donc, on observe des oscillations dont l'amplitude diminue de manière exponentielle. On le voit, vous voyez, ça diminue de manière exponentielle. D'accord? Des oscillations dont l'amplitude, ici, diminue de manière exponentielle. Diminue de manière exponentielle. Voilà. Pour ensuite rejoindre la valeur UCP égale à E en régime permanent. Pour ensuite atteindre ici, oula, ça c'est un N, E, N, atteindre, pardon, UCP égale à E en RP. Alors attention, il y a beaucoup d'abréviations dans ce chapitre. RP pour régime permanent. D'accord? Voilà. Donc, oscillation dont l'amplitude diminue de manière exponentielle. Ça, c'est lié à ce terme-là. On a un terme à variation sinusoïdale, en cos et en sin oméga t, multiplié par une exponentielle moins t sur tout. Ça, c'est important ici de le voir. Ensuite, deuxième aspect, qui dit oscillation en régime transitoire pseudo-périodique, dit période d'oscillation. On fait apparaître une période. Alors, ce n'est pas une vraie période, ce n'est pas purement sinusoïdal. Dans ce régime pseudo-périodique, on aura affaire non pas une période, mais une pseudo-période. Donc là, je vais faire apparaître, bon, je ne l'ai pas effacé ici. Vous faites apparaître la pseudo-période, vous voyez, c'est la plus petite durée entre deux maxima consécutifs. Donc on va le noter ici. La tension, UC de T, oscille avec une pseudo-période grand T. Donc vous voyez, on retrouve le même formalisme. Régime transitoire pseudo-périodique et pseudo-période. Donc une pseudo-période grand T, telle que, je vais peut-être écrire un peu plus grand quand même, c'est limite je pense. Alors j'écris simplement grand T. Par définition de n'importe quelle période, même si c'est une pseudo-période, elle est inversement proportionnelle à une pseudo-pulsation. Et la pseudo-pulsation, c'est grand oméga de ce matin. Oméga 0, racine de 1 moins 1 sur 4 carré. Donc c'est 2pi sur grand oméga. Donc je rappelle la définition de oméga. Alors ça, oméga, vous l'introduisez dans les solutions R1 de barre de l'équation caractéristique, donc complexe conjuguée. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous vous rappelez que le grand oméga, c'est oméga 0. Alors ça paraît que vous ne l'apprenez pas par cœur. Hein. Sachez le retrouver. Hein. Donc racine de 1 moins 1 sur 4q carré. Ouais. Et là, vous voyez se pointer un 2pi sur oméga 0. Mais 2pi sur oméga 0, c'est la définition de la période propre T0. C'est-à-dire que là, on va T0 sur racine de 1 moins 1 sur 4q carré. Et qu'est-ce qu'on remarque? Une nouvelle fois, dans la limite des grands facteurs de qualité, c'est-à-dire qu'à la limite, vous faites tendre Q vers plus infini. Si Q tend vers plus infini, ce terme-là, en 1 sur 4 carré, il va tendre vers 0. Donc T, la pseudo-période, va tendre vers T0, la période propre. Donc ça va tendre vers T0, la période propre. D'accord? Donc attention au vocabulaire pour la semaine prochaine, pour les cols. T, la pseudo-période, j'insiste, T est la pseudo-période. T0, c'est la période propre.
D'accord? Voilà, c'est important de distinguer les deux. Bon. Ensuite, voilà. J'ai laissé sur le graphe taux. Comment placer taux? Alors attention, ici, l'erreur classique. Taux égale RC. Non, faux, hors sujet. Taux égale RC, c'est pour un circuit linéaire du premier ordre, pour un circuit RC série. Là, on a RL, c'est taux, c'est 2Q sur oméga 0. Comment je le place? Attention, taux, je regarde ma relation. Taux, il n'est pas là, taux, il est pas là, taux, il est là. Taux, il est dans l'exponentielle moitié sur taux. Donc, taux, il est ici. C'est-à-dire que pour avoir accès graphiquement à taux, il faut prendre la tangente à l'origine, non pas de ceci, de la courbe en jaune, mais de l'enveloppe exponentielle. C'est-à-dire que vous allez prendre ici, à l'enveloppe exponentielle, ici, je prends la tangente en t égale à 0 de cette courbe au pointillé. Je prends la tangente ici en rouge. Cette tangente à l'origine de l'enveloppe exponentielle décroissante coupe l'asymptote UC égale à E en t égale à taux, et taux vaut 2Q sur oméga 0. Je répète, je vais le noter. La tangente à l'origine, donc à t égale à 0, qui est ici en pointillé rouge, la tangente à l'origine de l'enveloppe exponentielle décroissante coupe l'asymptote UC égale à E en t égale à taux. On va le noter ici. Je vais essayer d'écrire un peu plus loin. Bon, ça devrait passer, je pense. Donc la tangente à l'origine, donc à t égale à 0, de l'enveloppe exponentielle, de l'enveloppe, ici, exponentielle, coupe l'asymptote, UC égale à E en t égale à taux. L'asymptote UC égale à E en t égale à taux. Et pour nous, on l'a vu ce matin, 2Q sur oméga 0. Alors pareil, ce taux, il apparaît comment? Il apparaît dans les solutions de l'équation caractéristique R1 de bar. Rappelez-vous qu'on a mis sous la forme moins 1 sur taux, plus ou moins J grand oméga. Première étape de la résolution quand on a un delta négatif. D'accord? Bon. Ensuite, même chose. Regardez, j'ai mis quoi là? J'ai mis xi égale 3 taux. Bah, Yann, ça correspond à quoi, Yann, ça? Ce xi égale 3 taux. C'est quand ça atteint 95% de E. Ouais, très bien. C'est la durée du régime transitoire. Une nouvelle fois, comment ici, vous allez voir, on sait que M. Aubert, dès lors qu'il va aborder l'évolution du système électrique, ça arrivera. La durée du régime transitoire pseudo-périodique est de l'ordre de 3 taux pour une valeur finale atteinte ici, d'accord, à 5% près. Ici, à l'heure finale atteinte, c'est UC égale UCP égale à E, donc 3 taux. Ok? Donc ça apparaît. Bien. Maintenant, il va falloir passer à un autre graphe. Quand on vous demande de tracer UCD, souvent on vous demande ensuite d'exprimer le courant I. Bah, ça, mathématiquement, ça revient à dériver U, C. Puisque I de t égale C de C sur dt, vous dérivez par rapport au temps. Attention, le temps il est là. Là, on l'a fait ce matin dans les conditions initiales, donc vous saurez le faire. Maintenant, comment passer de ce graphe-là au graphe I de t? C'est pour ça que je vous ai demandé de laisser la place en dessous. Bon, je crois que je ne l'ai pas rappelé, vous ne l'avez peut-être pas fait. On va, c'est de ma faute, on va placer en dessous de ce graphe-là. Enfin, moi, c'est plus pratique. Et en colle, il faudra faire ça en colle. Vous aurez tracé UC. Et ensuite, à partir de ce tracé-là, comment déduire l'allure de I de t? On y va, on trace ça. On trace, on superpose ici. Donc attention, je prends distance. Je vais déduire de ce graphe-là, comment déduire de ce graphe-là l'évolution de I de t. Donc on y va, je vais tracer ici la même échelle temporelle. Non. Je vais passer ça, je vais faire tout ça. C'est à droite. Un peu plus de place. Hop. Ça, là, là, là. Donc là, moi, je continue également ici. Je place origine des temps, t égale à 0. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Alors déjà, comme pour UC de t, vous vous doutez bien qu'on va dériver par rapport au temps l'exponentielle moins t sur taux. L'exponentielle U qu'on dérive, c'est U' exponentielle U. Donc il va rester exponentielle moins t sur taux. Donc je redessine mes deux enveloppes exponentielles décroissantes et croissantes pour bien dessiner l'allure du régime transitoire pseudo-périodique. Donc je vais faire symétriquement mes deux exponentielles décroissantes et croissantes. Donc là je fais ceci. Et là par contre moi je le sais, vous le savez peut-être aussi, je converge vers 0. Pourquoi ça converge vers 0 en plus l'infini? Il faut le régime permanent atteint, le condensateur, alors ça il faut le savoir pour le DS5. En régime permanent, un condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert.
On le refera en exo tout à l'heure 2 fois. On le refera encore demain en exo. Donc là, je sais que le courant sera nul en régime permanent. En régime permanent, un condensateur sur un interrupteur ouvert. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah tiens, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment déduire de ce graphe-là le tracé de I de t? Sans aucun calcul. Alors oui, dans un sujet, je vous demanderai d'exprimer I de t. Sachant que I égale C DUC sur dt. Il faut dériver UC par rapport au temps. C'est-à-dire que là, on peut en déduire l'allure de I. Sachant que vous savez que le courant est continu en zéro. Pourquoi? Il y a presque une bobine. Une bobine implique qu'elle continue le courant. Ici en 0 moins, I en 0 moins égale 0. I en 0 moins égale I0 plus égale 0. Donc je sais que forcément, on fera ça déjà. C'est continu. Voilà. I en 0 moins égale I en 0 plus égale 0. Ensuite, comment passer de ça à ça? Sachant que I égale C DUC sur dt. Victor a une idée? Quand UC il est croissant, ça veut dire que I il est positif. Voilà, c'est bon. Alors Victor nous propose, vous ne l'avez pas entendu forcément, nous propose, voilà, alors, effectivement, première phase, UC de t est croissante. Ouais, c'est-à-dire que forcément, I de t, I, c'est la dérivée de UC par rapport au temps, à une constante C près. C'est-à-dire que si UC est croissante, la dérivée est positive, jusqu'à ce qu'on ait un extrémum, ici un maximum. Quand UC est maximal, la dérivée s'annule. Il n'y a qu'à chaque extrémum de UC, le courant I s'annule. Donc, première chose que je vais faire, sur les 4 premiers, à chaque extréma, un extrémum des extrémas, à chaque extréma, j'aurai une valeur nulle de I. J'en ai déjà un premier ici, le courant s'annule en 0. Donc, une valeur nulle ici, en 0. Là, vous voyez, je pointe le premier maximum de UC. Je descends vertical, je descends, le courant va s'annuler ici. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc je répète, pour ceux qui sont en distance, je pointe la valeur maximale de UC. Si UC est maximal, constante, la dérivée s'annule. I égale C dUC sur dt. Là, ça s'annule. Et regardez, là, UC est croissante. Si UC est croissante, I ne peut prendre que des valeurs positives. Fonction positive. Et je viens ici, attention, j'aurai un point d'inflexion, mais attention, je viens ici rejoindre la tangente ici, l'enveloppe exponentielle. Donc je vais venir faire ceci et je vais venir, voilà, comme ceci. Ensuite, passer ce cap, ce maximum, on redescend. Enfin, UC pardon, est décroissante. Si elle est décroissante, I de t prend une fonction en valeur négative jusqu'à ce point-là, minimum. Si UC est minimal, le courant il s'annule. Donc en ce point-là, vous voyez, je prolonge, le courant s'annule ici. Et qu'est-ce que je vais faire? I, fonction en valeur négative. Et je rejoins comme ici, comme ceci. Je continue. Ici, UC est croissante jusqu'à son maximum. Là. Donc là, I de t, une nouvelle fois, va s'annuler. Voilà. Donc là, une nouvelle fois, fonction, la dérivée positive. Donc ici, la dérivée est positive, puisque la fonction UC est croissante. Et ainsi de suite. Donc vous avez compris, après que vous avez fait 4 premiers points, vous continuez. Voilà. Après, on va les pas vérifier. Hein. Si tout correspond, regardons pour les premiers points, on ira pour au-delà. Et voilà. Et on retrouve quoi? On retrouve la succession régime permanent, régime transitoire pseudo-périodique pour le courant I de t, ainsi qu'un régime permanent à droite. On peut replacer psi de l'ordre de 3 taux. Voilà. La tangente à l'origine, je peux la prendre ici, par exemple. Elle coupe l'asymptote I égale à 0 en t égale à taux. Ici. Donc je prends la tangente à l'origine de cette enveloppe exponentielle croissante. Alors en t égale à taux, ici je vais couper l'asymptote I égale à 0. Alors I égale à 0 en régime permanent, en effet, alors ça il faut bien l'avoir en tête, en régime permanent, un condensateur, je rappelle, est équivalent à un interrupteur ouvert. Donc en régime permanent, interrupteur ouvert, donc le courant I est nul. Attention, en régime permanent. Donc ça c'est une question de cours typique assez difficile. Hein. L'étude du régime transitoire pseudo-périodique, vous allez voir, par rapport à ce qu'on va faire demain, quand même plus délicate. Demain c'est plus facile d'étudier un régime transitoire apériodique ou régime transitoire critique, c'est plus simple. Donc forcément je vais équilibrer les sujets de colle. Vous aurez les sujets de colle en avance, alors vous les aurez samedi midi, hein, je les taperai samedi matin en DS, vous les aurez samedi midi, vous aurez 3 questions de cours,
Et forcément, cette question de cours, c'est la plus dure, vous aurez ici le plus simple. Les deux autres questions de cours, régime transitoire, ce qu'on fera demain après-midi, elles sont plus rapides, plus simples, vous aurez un exercice plus complexe sur l'ordre 1. Mais sachant que vous aurez fait le DS juste avant, ça devrait. De toute façon, ce sont des exos du TD, hein, donc il n'y aura pas de grosse nouveauté. Dernière chose, on peut vous demander d'estimer le facteur de qualité, on le reverra en TP dans 15 jours, d'accord? Sachez qu'en première approximation, le nombre d'oscillations qu'on observe, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si je compte bien, cette oscillation, ça donne en première approximation l'ordre de grandeur du facteur de qualité. On trouve bien que 7 est bien supérieur à 1,5, on est bien en régime transitoire pseudo-quantique. Donc, estimation, j'ai bien estimation. Hein. On verra en TD comment l'estimer rigoureusement par un décrément logarithmique. Donc, estimation du facteur de qualité Q, d'accord, du facteur de qualité Q, donc estimation graphique comme ça. Ici, donc en première approximation, donc je note, en première approximation, voilà, Q est de l'ordre du nombre d'oscillations observées. Voilà. En première approximation. Voilà. En TD, on fera une méthode plus rigoureuse qui va se baser sur ce qu'on appelle le décrément logarithmique. On reprendra ça aussi en TP dans quelques jours. Alors, d'un point de vue cours, ce chapitre, il ne reste plus qu'une heure de cours. On terminera ce chapitre demain sur l'ordre 2, mais ce cours, je le compléterai la semaine prochaine par un exo de TD, où on étudiera en fait le régime libre des circulaires LC série. On fera ensemble en cours l'étude complète du régime libre. Là, on a un régime forcé, hein, on n'a pas une échelon de tension. Donc on fera ensemble la semaine prochaine l'étude de ce régime libre. D'accord? Bien. Ah, c'est bien. Je vous propose ensuite de faire de la révision sur l'ordre 1, révision pour l'EDS. On va prendre deux exos. On va finaliser l'exo numéro 1, très simple. Et aux antipodes, on passera en 11, après, qui est beaucoup plus compliqué, le sujet étoilé. D'accord? Là, par contre, ouais. Mais c'est bien comme se frotter de réfléchir à des exos plus complexes, quand même. Allez, pour ceux qui sont en distance, on va reprendre le 1, TD8. Alors, on va pas corriger totalement. On va juste établir l'équation différentielle et la résoudre. Pour voir si vous êtes prêts déjà pour samedi. Équation différentielle et résolution. Ça nous prend 5 bonnes minutes. C'est bon? Pour ceux qui sont en distance, je vais effacer le tableau ici. Et on attaque l'exo 1 du TD8. Ça, je vais laisser au cas où. Alors, exo 1, TD8. Alors, on l'avait entamé un mardi matin, on avait fait les deux premières questions. Les valeurs en 0 plus et les valeurs en régime permanent en plus infini. D'accord? J'insiste une nouvelle fois sur la question numéro 2. Quand vous voyez, sans calcul, déterminer les expressions de UL et de I en plus infini en régime permanent, vous avez une bobine. Et une bobine en régime permanent est équivalente à un interrupteur fermé. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Hein. En régime permanent, quand étant la plus infinie, la bobine équivalente à un interrupteur fermé pour lequel la tension en ces bornes est nulle. Donc UL en plus infini vaut 0. D'accord? Donc ça, on les fait ensemble. Et pour avoir le cours en I en plus infini, il faut appliquer une loi des mailles en plus infini. Bon. On va essayer de faire ensemble la question 3 et la question 5. Mise en équation résolution que vous aurez en poème 1 samedi matin sur l'ordre 1. L'ordre 1, c'est quoi pour vous? C'est du RC série ou du RL série. Là, il faut bien comprendre que l'exo numéro 1, il n'y a pas de condensateur. Ne m'écrivez surtout pas, je dis ça, mais je regarde, mais ne m'écrivez surtout pas I égale C divisé sur dt. Attention, ça c'est l'erreur typique. En fait, à force de l'utiliser, c'est vrai, ça devient systématique. I égale C divisé sur dt. Oui, mais à condition qu'il y ait un condensateur. Là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de condensateur. Donc ça, vous oubliez donc. D'accord? Et s'il n'y a pas de condensateur, bah, C égale à 0. Donc forcément, cette relation n'est pas valable. Par contre, vous avez une bobine. Bobine pour laquelle, je répète, IL, pour une bobine, tension de bord de la bobine, égale L, des IL sur dt. Cette relation-là est valable. On a une bobine idéale d'inductance propre L, s'exprimant en Henry,
Là, il n'y a pas de condensateur. Mais ça va arriver, ça va arriver. Ça risque d'arriver malheureusement. Donc pas de condensateur, ça n'est pas valable. Ok, bien l'avoir en tête. Maintenant, j'ai même pas besoin de regarder le schéma du montage. Parce que j'ai quoi? J'ai une source de tension, enfin, vous l'avez, une résistance, une bobine en série. J'applique la loi des mailles, un instant T quelconque. J'oriente ma maille dans le sens, ici, horaire, j'aurai E de T. Regardez, c'est ça. Donc question numéro 3, on fait ensemble. On applique une loi des mailles. Dès lors qu'on ferme l'interrupteur, à tout instant, je veux dire que E moins UR moins UL égale à 0. Alors vous avez le schéma en face de vous sur votre fiche de TD, mais je pense qu'au bout d'un certain moment, il n'y a plus besoin d'avoir le montage, vous l'avez en tête le montage. Donc E moins UR moins UL égale à 0. Maintenant, on relie l'énoncé, là on s'arrête après avoir appliqué la loi des mailles. Qu'est-ce qu'on veut établir comme équation différentielle? Question numéro 3. Déterminer l'équation différentielle, ligne ordre 1, vous l'aurez. Vérifié par le courant I. Donc là, je ne veux pas d'équation différentielle vérifiée par UL, ni par UR, mais par I. Donc, je fais tout pour faire apparaître I de T et sa dérivée temporelle ordre 1. Là, ça n'apparaît pas clairement, mais ça va apparaître assez rapidement. Pourquoi? Je sais que E, c'est la tension d'entrée, c'est l'échelon de tension. Petit e égale grand E. Donc c'est E égale, je remplace. Il y a que là où je ne donne même plus avec. Petit, je passe directement, vous voyez. Ce que vous ferez samedi, vous passez directement à ça. UR, ça, ça le loi d'un, UR égale 0. Donc là, j'ai l'information sur I, super. UL, l'info est tout dessus. Vous voyez, L, donc on a L, DI sur DT, de tout égale à 0. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer ça si j'ai permuté gauche-droite. Donc je vais ordonner, je vais mettre la dérivée en position 1, donc j'aurai L, DI sur DT, plus RI, égale à E. Voilà. Hop, allez, ça j'efface, je mets le 0. Alors, allez, je vais embêter un peu ceux qui sont à distance, j'espère que vous êtes encore là. Alors, on y va. Alors, tac, 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 tac. Allez, je pense, tiens, à Jules, tiens, bonjour Jules, est-ce que tu me reçois? Très bien Jules. Tu vois cette équation différentielle qui est au tableau, elle est correcte. Tu appliques la loi des mailles et tu exprimes ici une DL d'ordre 1 en I. Par contre, dans le cours, rappelle-toi, on l'a mis sous forme, entre guillemets, canonique, où on avait taux DUC sur DT plus UC égale à E, par exemple. Donc on a imposé un coefficient unitaire devant I. Donc qu'est-ce que tu fais ensuite, Jules? Pour avoir un coefficient unitaire devant I, il ne faut surtout pas oublier de faire quoi? Diviser par R. Attention, les deux membres de l'équation. Merci Jules. Donc tu divises par R les deux membres de l'équation. Donc on aura, attention, L sur R, DI sur DT. D'accord? L sur R, DI sur DT, plus I de D, égale, attention, n'oubliez pas de diviser par R le membre de droite. D'accord? Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous posez tout simplement le seul temps caractéristique ici. Alors vous regardez votre équation. Là, c'est homogène à un courant. La tension, c'est courant divisé par un temps. Donc forcément, le taux est intervient devant. Taux égale L sur R. Taux égale L sur R. La constante de temps, ici. Donc constante de temps du système, homogène à un temps. Donc crochet taux égale à T. Tel que l'on puisse réécrire sous la forme que vous connaissez, taux dI sur dt plus I de t égale E sur R. Et ça, n'oubliez pas d'encadrer, vous encadrez, et vous nommez cette équation qui est une dL d'ordre 1. dL d'ordre 1. D'accord? Bien. Ça, c'est la question numéro 3, et je vais terminer juste par la question numéro 5, par la résolution. La résolution. Alors, je vais demander tiens, à Alice. Bonjour Alice, est-ce que tu me reçois? Alors. Hop.
Les autres avancez, allez-y, hein, moi je vais m'amuser avec ceux qui sont à distance, je vais les réveiller un par un. Allez-y, faites la résolution, hein. Ceux qui sont présents, allez-y. Donc là, toujours le même argument, par linéarité, blablabla, et vous devez vous tirer à E sur F, facteur de 1, moins exponentielle, moitié sur tout. D'accord? Ouais, donc je laisse avancer. Pendant ce temps-là, je vais chercher un peu ceux qui sont à distance. Alors, allez, soit dans le micro, soit elle n'est pas là. Alors, je sais quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Donc, il n'y a pas de liste sous les yeux, mais je suis à la liste. Ah oui? Oui. D'accord. C'est Flavie, c'est ça? Ah bah ça tombe bien, Flavie, j'allais t'interroger. C'est merveilleux ça. Ça c'est le vrai Gira, ça laisse me répondre pas, je demande à Flavie. Donc Flavie, donc ça c'est typiquement le genre d'équation différentielle que tu seras amené à résoudre samedi matin. Tu vois? Sauf que là tu fais bien attention, c'est une équation différentielle pardon, vérifiée par I de t. Qu'est-ce que tu vas écrire pour résoudre ça? De manière succincte, d'accord? Qu'est-ce que tu vas écrire la question numéro 5 pour la résoudre? Dis-moi. Vas-y, sans personne ne t'entend. Alors, c'est vrai. L'avantage du casque micro, c'est que vous n'entendez pas ce qu'elle me dit. Alors, premier argument. E de l'ordre 1. Tu commences par linéarité. Il faut commencer par ça, tu vois. Par linéarité de l'ordre 1. Ça, il faudra toujours le mettre. C'est linéaire. Ensuite, tu cherches I de t. Alors, tu peux me rappeler le fait que la solution est constituée de deux familles de solutions. Qu'est-ce que tu peux dire pour I de t? Rappelle-toi, on met des indices. On met des indices P et H. Et à quoi correspondent ces deux indices P et H, Flavie? Ouais. Le P, c'est pour particulière, solution particulière. Et H, c'est la solution d'équation homogène associée. D'accord? Et en fait, le P particulière, donc là tu peux faire un petit encart avec, tu vois, IP, solution particulière, tu recherches sous forme, la même forme que le second membre. Et quand tu regardes le second membre, E sur R, il est constant. Et tu vas chercher une solution particulière constante. Si la solution particulière est constante, sa dérivée est nulle. Donc là c'est évident, parce que tu le vois, Flavie, que vaut la solution particulière, là, ça se voit là. Encore mieux. Que vaut IP, Flavie? Que vaut la solution particulière? Alors, regarde, forcément si la dérivée est nulle, il reste IP égale, ici à droite, est-ce qu'on aura? Ouais, égale E sur R, voilà. C'est-à-dire que tu prendras toujours, tu vois, solution particulière constante, ça sera le cas, ça sera le cas. Solution particulière constante, donc la dérivée est nulle, donc tu regardes, tu identifies, ouais, IP égale E sur R. Après, pour la solution, alors pardon, on a noté IH, solution d'équation homogène associée, IH de t, alors ça c'est par cœur. Par cœur. Celle-là pour UC, pour n'importe quel EDL d'ordre 1, A exponentielle moitié sur tout. Toujours. Ça ne changera pas DS. Alors le premier problème du DS samedi ne sera pas plus calculateur que ça. Ça ne sera pas plus calculateur que ça. Quand je dis pas plus calculateur, il faut reprendre tout le calcul d'énergie, les bilans de puissance, en cours, ça ne sera pas plus calculateur. Ce qui va changer, il y a 20%. Déjà 20%. C'est lui qui. Vas-y. Voilà, l'important ça va être. Bah, tu me dis quand il y a 10. C'est lui. Ça consomme. A exponentielle moitié sur tout. Après, ce que vous faites E sur R plus A égale I de t. Ça sera ça plus ça égale I de t. Et pour avoir A, il faut passer par la condition initiale. On y va, on réécrit ensemble. Donc on aura ici, donc soit ici, I de t. Donc on aura E sur R plus A exponentielle moitié sur t. Pareil, se posera toujours la même question que vos A. Vous appliquez la condition initiale. Vous voyez, en force de le refaire, là, donc ici on applique la condition initiale, ici, à savoir I en 0 égale à 0. Condition initiale, à savoir le courant en 0 moins égale le courant en 0 plus égale à 0. Ok. Donc, qu'est-ce que l'on aura? Bah, je vais se faire y aboutir. Donc il faut que vous avez A égale, vous calculez. Donc moi je vais faire de tête, vous aurez A égale moins E sur R. Vous réécrivez finalement
finalement I de T, donc solution, les solutions sont I de T. Vous allez mettre E sur R en facteur. Donc j'ai combien? Je l'ai une fois là, moins exponentielle moins T sur tout. Voilà. Donc je vous laisse tous, également ceux qui sont en distance, déterminer la concentration A. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que E sur R plus A exponentielle 0 égale à 0. Donc E sur R plus A égale à 0. A égale E sur R. D'accord? Voilà. Donc ça pour moi c'est l'exo 1, c'est le plus simple et le plus proche du cours. Mais ça peut être un exo comme celui-ci, qui sera ODS, qui ressemblera. D'accord? Alors ça sera pas comme dans le cours. Ce ne sera pas comme dans le panier. Je dis ça pour ceux qui sont à distance. Le cours, vous l'avez. Attention, il faut vous faire perdre du temps. Il vous induire en erreur très importante. Lisez bien l'énoncé, regardez bien le montage proposé. D'accord? Regardez bien le montage proposé, identifiez bien la condition initiale, et regardez bien ce qui se passe au niveau du montage. D'accord? Avant de vous lancer dans les calculs. Ok? Alors pour ceux qui sont en distance, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire? N'hésitez pas. Les autres, on y va. Je vous laisse regarder déjà l'énoncé de l'exo étoilé et de l'exo 11. Et ça me permet d'avoir un petit échange avec ceux qui sont en distance. Donc c'est bon pour ceux qui sont en distance? Ça va sur, Oui. La méthode de départ, elle est là. Alors ce que j'appelle méthode de départ, c'est toujours par linéarité. La solution complète, c'est la solution particulière. Et la solution d'équation sont. Ça, c'est ça le point de départ. C'est ça. Ça, il faut bien comprendre qu'ici, le del d'ordre 1 est vérifié par I de T. Ouais. On ne demande pas l'équation différentielle vérifiée par UC. On demande ça vérifié par I de T. Lisez bien l'énoncé. Lisez bien, pas de hors-sujet. Pas de hors-sujet, d'accord? Bon. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Alors cet exo 1, je repropose en colle la semaine prochaine. Donc samedi, on va dire samedi midi ou en début d'après-midi ou plus tard, vous avez le programme de colle, les sujets de colle. Et cet exo numéro 1, il sera couplé avec la question course sur le régime transitoire pseudo-périodique. Donc cet exo, que j'ai quasiment intégralement corrigé, vous l'aurez avec la question course la plus dure sur le régime transitoire pseudo-périodique. Vous avez déjà un sujet de colle. Voilà. Ok? Allez, on passe à l'exo numéro 11. Alors là, c'est autre chose. Donc ceux qui sont en distance, ici, exercice numéro 11, exercice étoilé sur un circuit, vous voyez, un peu plus complexe. Et on va faire uniquement les 3 premières questions. Alors ces 3 premières questions, vous pourriez les retrouver dans l'exo 2 du DS de samedi. Ça pour moi, c'est électrocinétique. D'accord? Déterminer les valeurs en 0-, 0+, et en plus infini. Alors attention, même pour ceux qui sont en distance, cet exo-là, c'est un bon exo révision, on continuera demain. Dans tous les cas, là, on va avoir une discussion à l'oral de cet exo. On va échanger ensemble. Dans tous les cas, demain, vous aurez la correction complète de ce problème qui fait ici. 2 recto verso. On ne va pas faire ça, tout ça à l'écran ensemble. Demain, vous aurez tous cette correction. Ceux qui sont en distance, vous l'aurez sur Discord. Vous aurez les photos sur Discord demain après-midi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà, vous lisez l'énoncé, vous surlignez tout ce qui est important. Et surtout, c'est quelque chose de très important, c'est comprendre le montage. Qu'est-ce qui se passe dans le montage? La rédaction, vous l'aurez. Mais c'est la compréhension du montage qui m'intéresse pour samedi. D'accord? Donc je répète, exo 11, but et vite, on termine par ça pour le dernier quart d'heure. Allez, on y va. Alors, exo 11. Alors là, c'est plus du tout le même type d'exercice. C'est plus un circuit ici, résistance bobine. Donc, quand vous regardez l'énoncé, vous avez une résistance R, et ensuite vous avez 2 dipôles en parallèle. Est-ce que tout le monde voit déjà dans ce montage que le condensateur C et la résistance R, ces deux sont en parallèle? Elles ont leurs 2 bandes comme ça, faut le voir tout de suite. Donc, je m'adresse également à ceux qui sont en distance. Il faut que vous voyez que R sur 2 est en parallèle avec C. Je regarde ici le schéma du montage, c'est-à-dire que la tension U au bord du condensateur, c'est également la tension au bord de R sur 2. Ça fera toujours l'avoir à l'esprit. Ensuite, ils vous mettent une lettre A. Alors ça, c'est pratique pour appliquer la loi des nœuds en A. C'est-à-dire que là, je vois que I de T égale I1 plus I2. Bien, maintenant, j'ai l'énoncé. C'est-à-dire que, alors ça, il faut le voir avant de lire l'énoncé. Ça, je regarde le montage, je dis, ah tiens, je sais déjà. Alors maintenant, je l'ai énoncé. Bon, on nous dit, on flèche les courants I, les tensions, et ce qui m'intéresse le plus, c'est avant la fermeture de l'interrupteur K, en T égale 0 moins, le plus important. On suppose que cet interrupteur est resté ouvert depuis un très très long moment, assurant que le condensateur est chargé sous la tension E. D'accord. C'est-à-dire que U en 0- vaut quoi? Si on reformule cette phrase, oui?
Il vaut E. Merci Amine. Amine nous suggère en fait que U en 0 moins vaut E. Et j'anticipe la question numéro 2. Si U en 0 moins vaut E, la tension bande du condensateur est une fonction continue temps. Donc U0 moins égale U en 0 plus égale à E. D'accord? Bien. Maintenant, on ne demande pas uniquement la valeur de U en 0 moins. Regardez, déterminer les valeurs de expression de I, I1, I2 et U en 0 moins. Donc comment fait-on? C'est de la logique. Première question. En t égale 0 moins. En t égale 0 moins. Qu'est-ce que l'on fait? Première chose, on va traduire l'énoncé. On traduit le fait que la tension au bord du condensateur en 0 moins vaut E. Le condensateur est chargé. Je ne fais que traduire l'énoncé. Ça va? Une fois que j'ai la valeur de U en 0 moins, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je peux aussi déterminer, vous voyez, l'expression du courant. Est-ce que tout le monde voit que dans la branche contenant R sur 2, l'interrupteur K est ouvert en 0 moins? C'est juste avant de le fermer. Donc en 0 moins, l'interrupteur K est ouvert. Si K est ouvert, aucun courant ne traverse R sur 2. Il n'y a que I2 en 0 moins vaut 0. Je peux le noter directement. Donc I2 en 0 moins vaut 0. Et si I2 en 0 moins vaut 0, ça implique forcément que le courant I, c'est le même que le courant I1. Donc I en 0 moins, I en 0 moins égale I1 en 0 moins. Ça va? Maintenant, il faut déterminer la valeur du courant I1. Parce qu'une fois que j'ai I1, j'aurai I. Que vaut le courant? Alors c'est plus simple, je pense, de déterminer I1 qui traverse un condensateur chargé. Bien, Fatima nous propose un courant I1 en 0 moins nul. En effet, si le condensateur est chargé depuis très longtemps sous une tension E, on est en régime permanent. Tout de suite, régime permanent. Un condensateur en régime permanent est équivalent à un interrupteur ouvert pour lequel le courant I est nul. Attention, gros piège. Ici, I c'est pas le courant qui traverse le condensateur, ça sera I1. Donc ici, I1 en 0 moins égale à 0. Ici, I1 en 0 moins vaut 0, I en 0 moins vaut 0. Voilà. Donc là, je fais une rédaction très rapide, très brève. Vous aurez toute les rédactions détaillées demain. D'abord, c'est de décrypter le montage. Ça, c'est en 0 moins. Super. On fait la même chose, question numéro 2 en 0 plus. Donc, question numéro 2, en t égale 0 plus. Alors, je vous rappelle, en t égale 0 plus, c'est juste après savoir fermer l'interrupteur K. Donc là, par contre, il y a un courant I2 non nul. Je pars de la chose la plus simple. 10%? Ouais. Bon, ça devrait aller. Il est bloqué sur... Ouais, bon, c'est bon. Tac. Ouais, il est bloqué. Bon, comme on l'a remis à la fin. Là, on monte le chargeur. On y va. Comment? Non, mais ça va aller, c'est plus histoire de... Hop, on va toujours en à rouge. Allez, j'ai besoin d'un assistant technique. On y va? Juste ici. Voilà. Opération de maintenance. Voilà. On y va. Pas de départ chargé, c'est du départ chargé. Tu dis, bon, 50%, c'est limite. Non. Alors, je le saurai pour la prochaine fois. En 0+, je pars du plus simple. U en 0+, égale U0-. Continuité de la tension bande du condensateur. On y va. Donc U en 0+, égale U en 0- égale à E. Par continuité de la tension bande du condensateur. D'accord? Maintenant, une fois que j'ai U en 0+, égale à E, qu'est-ce que je peux faire? J'ai la tension U en 0+, mais la tension U est également la tension bande de R sur 2. J'applique naïvement la loi d'Ohm aux bornes de R sur 2. U en 0+, je sais ce que ça vaut. Mais U en 0+, c'est aux bornes de R sur 2, loi d'Ohm. U en 0+, ce sera R sur 2. Il faut le courant I. Attention, courant I2. Attention, je sais bien écrire en 0+. Loi d'Ohm aux bornes de R sur 2. Sachant que U est la tension de bande de R sur 2, qui est également la tension de bande de C. Moi, ce que je veux, c'est I2. Donc j'ai I2 en 0+.
ça vaut E, ça fait 2E sur R. Voilà. Là j'ai I2. Donc j'ai I2 en 0 plus, j'ai U en 0 plus, ouais, c'est déjà bien. Maintenant il me faudrait I et I1, grâce à la loi des nœuds. On peut faire ça, si on fait une loi d'émail en 0 plus. Si on fait une loi d'émail en 0 plus, parce que si je fais une loi de nœuds, je suis bloqué. Si je fais une loi de nœuds maintenant, je suis bloqué parce que j'ai ni I ni I1. Contre, si je fais une loi d'émail, j'aurai E, moins, je regarde le montage, R, I en 0 plus, moins U en 0 plus égale à 0. Donc je fais une loi d'émail en 0 plus. U en 0 plus, ça vaut E. E moins E, 0. Donc on obtient, très bien, I en 0 plus, ça fait 0. I en 0 plus, 0. Oui. Mais si on pouvait pas dire que I égale à C DUV et du coup I plutôt. Non, c'est I1. 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 I1 égale à C DUV et on va trouver I1 égale à 0. Non, parce que I1 sera différent. L'erreur classique. I1 sera différent de 0. Tu vas voir. On le fait, loi des nœuds. Applique la loi des nœuds en 0 plus au point A. Vas-y, on applique la loi des nœuds en 0 plus. Donc loi des nœuds en 0 plus au point A. Donc la loi d'émail, je répète, ça permet d'éteindre le courant I en 0 plus. Je regarde bien, c'est I en 0 plus. Loi des nœuds. Loi des nœuds. Je regarde le schéma. Ce qui rentre, c'est I. Ce qui sort, c'est I1 et I2. I en 0 plus vaut 0. Donc ça fait 0. I2, voilà. I2 vaut 2E sur R. Donc conclusion. I1, voilà. Tu vois, I1, ouais. I1 vaut moins 2E sur R. Ça c'est I1 en 0 plus. D'accord? Une fois que j'ai ça, je remplis le tableau. Récapitulatif qu'on me demandait dans l'énoncé. J'accélère un tout petit peu. Ça va bientôt sonner, c'est pour ça. Et je vais aborder la troisième question, en régime permanent. Alors ça, c'est à peu près ce que j'attends de vous dans l'exemple numéro 2 d'élèves. Ce qu'on a fait ensemble sur les trois premières questions, pour moi, ça c'est l'électrocinétique. Loi des nœuds, loi d'émail. Ouais, en t égale 0 moins, en t égale 0 plus, en plus infini. Vous êtes bien d'accord? Je ne vous ai pas menti. Loi des nœuds, loi d'émail. Par contre, il faudra bien analyser les circuits, bien analyser ce qui se passe, c'est très important. Troisième question, je vais juste terminer. Moi, vas-y, Non, après. Après, d'accord. En régime permanent, vous voyez, en régime permanent, dès que vous voyez ça, en régime permanent, vous avez un condensateur, interrupteur ouvert, tout de suite. En régime permanent, ici, c'est T qui tend vers plus infini. Un condensateur équivalent, je vous rappelle, un interrupteur ouvert pour lequel le courant qui le traverse est nul. Alors ici, je vais rechercher, attention, dans le schéma, le courant qui traverse C, c'est I1. Donc ici, I1, donc ici, I1, quand T tend vers plus infini, égale à 0. Ça se déduit de ça, des équivalences en régime permanent. Donc I1 en plus infini égale à 0. Mais si I1 est nul en plus infini, donc I égale I2. D'où le courant I en plus infini, uniquement en permanent, I égale I2. Ouais, mais I2, je connais. I2, le courant qui traverse une résistance R sur 2 en son récepteur, c'est la loi d'Ohm. I égale U sur R. Donc c'est U en plus infini, divisé par la valeur de résistance, R sur 2. Loi d'Ohm. En plus infini, au bord de R sur 2. U en plus infini, ça sera R sur 2 fois I2 plus infini. Un courant I2 traverse R sur 2 soumise à U en plus infini. Donc, conclusion, pour terminer pour ça, si vous avez l'expression de U en plus infini, vous aurez à la fois I2 et I. I1 en plus infini vaut 0. Qui serait capable de me donner l'expression de U en plus infini? U en plus infini, c'est attention, bande de R sur 2. Je vous rappelle, condensateur, c'est un interrupteur ouvert. D'accord? Pour lequel le courant est nul, alors qu'attention, est non nul. Qui serait capable parmi vous de me donner la valeur de U en plus infini? Ah, à minuit. Ouais, très bien, excellent, excellent même. Ah, c'est bien ça. Diviseur de tension. Est-ce que tout le monde voit, quand vous regardez le schéma électrique, même ceux qui sont en distance, regardez bien. Si le condensateur c'est un interrupteur ouvert,
Donc un courant traverse cette branche-là. Le courant, il fait quoi? Il traverse R puis R sur 2. Et c'est le même courant. I égale I2. Donc on a deux résistances en série, parcouru par le même courant, noté I ou I2, en plus infini, soumise à E. On a 10 heures de tension, très bien. Donc on a 10 heures de tension. On a 10 heures de tension pour lequel la tension U en plus infini. Allez, je vais demander à Amine en forme. Vas-y Amine. Que vaut U en plus infini? R sur 2. Ouais, divisé par. Ouais. R sur 2 plus A. Très bien. Très bien. U en plus infini est aux bornes de R sur 2. U est aux bornes de R sur 2. U en plus c'est une fraction de E. C'est une fraction de E. U est aux bornes de R sur 2. Mais R sur 2 est en série avec R. Voilà. Une fois que vous avez U en plus infini, vous aurez I et I2 en plus infini. Donc je voulais les faire aujourd'hui, parce que ça c'est typiquement l'esprit du problème numéro 2 d'ELEC. La suite de cet exo, si vous avez peur ce soir, d'accord? C'est l'idée du DM, hein. Je vais proposer de faire. Hein. Bah oui, non mais vous le faites, vous cherchez, comme ça vous serez plus à l'aise dans les révisions après le cours d'une heure de chapitre 9. D'accord? Voilà pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain à 13h.